Bonjour à tous. Alors dans cette deuxième vidéo, on va faire un petit rappel sur le local storage euh, tel qu'on l'avait vu au cours. Alors, le local storage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme de stockage de données, une forme de mémoire, si vous voulez, euh, qui se trouve au niveau du navigateur. Et ce stockage est accessible via du code JavaScript. Alors, pour tester, en fait, on n'a même pas besoin de créer un projet front ou quelque chose comme cela. On peut simplement utiliser la console de Chrome ou de Firefox ou de n'importe quel navigateur. Et on peut tester déjà ou effectuer quelques appels vers ce local storage dans cette console. Alors, dans Chrome, vous avez donc dans les outils de développement la partie console et vous avez également une partie qui s'appelle application. Cet onglet application vous donne accès aux différentes sortes de stockage qui existent au sein du navigateur. Le local storage n'est pas la seule forme de stockage, mais c'en est une parmi d'autres. Vous voyez ici, on a une liste des stockages différents. Vous avez un IndexDB, WebSQL, etc. Et vous avez la partie local storage. Alors le local storage, il s'organise suivant les domaines que vous avez. Donc si vous développez une application qui se trouve à un domaine, et bien dans le local storage, vous aurez une entrée avec le nom de votre domaine. Par exemple ici, j'ai hogs.google.com et là-dedans, vous aurez la forme de stockage. Ce qui fait que cette forme de stockage est partitionnée en fait en fonction des domaines sur lesquels les applications web s'exécutent. Voilà. Alors le local storage, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une forme de stockage qui adopte un format clé-valeur. Par exemple ici, j'ouvre le local storage qui est rattaché à ma nouvelle page, ma page nouvel onglet dans Chrome. Eh bien, vous voyez qu'on a une colonne key et une colonne value. Ce stockage permet de stocker à des adresses identifiées par des clés une valeur, donc value, qui est sous forme chaîne de caractères, sous forme string. Ainsi, si j'ouvre ma console, eh bien, je peux aller enregistrer des valeurs dans ce local storage, je peux aller en récupérer, je peux aller en supprimer et je peux tout effacer, toujours par rapport à mon domaine. Alors, local storage, vous y avez accès dans la console, vous y avez accès aussi dans du code JavaScript qui s'exécute du côté front, et la syntaxe est exactement la même. Vous avez accès au local storage en appelant local storage. Vous voyez ici j'ai l'autocomplétion dans la console. Donc local storage avec un L minuscule, un S majuscule. Ce local storage est finalement en fait un objet qui possède plusieurs propriétés et plusieurs méthodes. Et donc parmi les méthodes, eh bien, on a plusieurs qui existent. Alors pour enregistrer une clé et une valeur dans le local storage, on utilise la fonction setItem. Et cette fonction prend deux arguments. Le premier, c'est la clé à laquelle on va stocker la valeur. Et le deuxième, c'est la valeur qui doit être une chaîne de caractères. Donc ici, je vais enregistrer sous une clé test la valeur OK. Mon premier argument, c'est ma clé test et mon deuxième argument, c'est ma valeur OK. Je peux exécuter, appuyer sur entrée, et si on va voir dans l'onglet application, eh bien vous verrez que dans mon local storage, j'ai bien une clé test avec la valeur OK. Maintenant, admettons que dans mon application, je souhaite récupérer la valeur qui est associée à la clé test. Eh bien, je peux simplement à nouveau appeler local storage et au lieu d'avoir un setItem, je vais avoir un getItem. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul argument à passer, c'est la clé à laquelle dont on veut récupérer la valeur associée. Donc ici, je récupère la valeur associée à ma clé test. Et vous voyez que la console m'affiche le OK, donc sous forme chaîne de caractères, tel qu'il est stocké dans le local storage. Si je venais à récupérer la valeur associée à une clé qui n'existe pas, par exemple celle-ci,
vous voyez que la fonction me renvoie nul. Okay, donc si la clé n'existe pas, on récupère nul. Maintenant, j'ai stocké une valeur avec setItem, j'ai récupéré cette valeur avec getItem, et admettons que je souhaite supprimer cette valeur. Je souhaite supprimer ce qui est la clé test et sa valeur associée. Eh bien, la fonction à appeler sur local storage, c'est removeItem. Donc la syntaxe est assez claire. Et cette fonction removeItem prend évidemment un argument qui est la clé qu'on veut supprimer. Donc ici, je dois passer le nom de la clé test. Et alors, avant que j'exécute, vous voyez que vous avez bien la clé et la valeur. Et maintenant, si j'exécute cette petite fonction, eh bien, vous voyez que mon local storage ici est redevenu vide. On peut également supprimer on peut en fait vider le local storage associé au domaine. Alors pour ça, je vais d'abord remettre une valeur et une clé, donc avec setItem. Donc je vérifie, voilà, mon local storage est bien test, ok, super. Maintenant, si je veux, je vais en rajouter un deuxième. Je vais rajouter test2, ok. Et vous voyez que j'ai bien deux clés, test et test2, avec 2 fois la valeur, je ne l'avais pas changé, donc ok. Maintenant, si je veux supprimer toutes les clés, je peux faire un removeItem sur chaque clé, mais c'est un peu contraignant, et je peux aussi appeler la fonction clear. Oups, je l'ai pas. Clear. Et cette fonction va effacer tout le contenu du local storage. On exécute et on vérifie, et vous voyez que mon local storage est vide. Alors, ce local storage, à quoi ça sert? En fait, il sert à stocker des données qui sont propres au client, propres à l'application front, et qui sont destinées à être réutilisées une fois qu'on rouvre l'application. Donc admettons, si je ferme mon Google Chrome et que je veux me reconnecter à l'application web que j'utilisais, eh bien, il y a possibilité de récupérer toute une série de choses qui sont stockées de manière persistante, en fait, dans ce local storage. Par exemple, vous avez une application qui communique avec une API via un token. Donc vous avez un token qui permet de vous identifier à l'API. Ce token, en fait, il a une validité relativement longue. Admettons qu'il est valide pendant une semaine. Eh bien, pour éviter de devoir vous reconnecter à chaque fois que vous relancez l'application, on peut stocker dans le local storage le dernier token utilisé. Et ainsi, il n'y a pas besoin pour l'utilisateur de remplir à chaque fois le formulaire de connexion. Si le token existe, eh bien votre application on peut contacter l'API avec ce token qui est stocké dans le local storage et l'utiliser sans devoir se reconnecter. C'est utile également pour sauvegarder des préférences, par exemple. Si vous avez, par exemple, dans votre application une fonction de multilingue, donc vous pouvez l'afficher en anglais ou en français ou en espagnol ou quelconque autre langue. Eh bien, vous pouvez demander à l'utilisateur de sélectionner sa langue et stocker cette information dans le local storage. Ainsi, la prochaine fois qu'il relance son application, l'application web, eh bien, vous n'aurez qu'à aller récupérer la valeur de la clé langue, par exemple, dans le local storage pour afficher directement l'application dans la bonne langue. On peut stocker d'autres types de préférences. Admettons que vous utilisez un thème, un affichage sombre ou un affichage clair, eh bien vous pouvez stocker la préférence de l'utilisateur dans le local storage. Donc c'est une forme de stockage qui est utile pour stocker des choses qui vont être réutilisées par une application web après la déconnexion de l'utilisateur ou après la fin de l'utilisation de l'application. Cela dit, le local storage a une sérieuse limitation, c'est qu'il est restreint à stocker dans des clés des valeurs qui ont une forme chaîne de caractères, une forme string. Alors c'est très bien pour stocker par exemple un token, le token c'est juste une chaîne de caractères et donc on peut le stocker à la clé sans souci et ça fonctionne bien. En revanche,
dès qu'on veut stocker des choses un peu plus complexes, eh bien, c'est là qu'il y a une astuce simplement à appliquer. Dans votre code JavaScript, vous allez certainement travailler avec des objets. Et il est parfois utile de stocker un objet complet dans le local storage. Admettons que vous êtes connecté à votre application web et que vous avez récupéré le profil de l'utilisateur qui s'est connecté. Ouais. Donc ce profil contient un nom et un prénom, une adresse mail, la date de dernière connexion, etc. Donc toutes ces informations, on est assez certain qu'elles ne vont pas changer du jour au lendemain, et donc ça pourrait être utile pour économiser un appel vers l'API à chaque fois qu'on utilise l'application, de stocker ce profil utilisateur dans le local storage. Ce profil utilisateur, il vous est renvoyé par l'API sous forme d'un objet. Et on sait que le local storage ne permet pas de stocker des objets. Eh bien, pour pallier à ça, on va transformer notre objet en chaîne de caractères avant de le stocker. Et pour transformer un objet en chaîne de caractères, eh bien, le local storage, enfin pas le local storage, le JavaScript a une fonction assez intéressante qui est le JSON.stringify. Donc JSON en majuscule, .stringify. Cette fonction prend en argument une valeur, donc votre objet par exemple, et renvoie la forme chaîne de caractères de cette valeur. Donc, ici par exemple, je vais lui passer un objet. Je vais passer un objet avec une valeur name. Voilà. Je crée un objet, je passe un objet avec une propriété name et sa valeur dans la fonction JSON_stringify. Et quand j'exécute, vous voyez le renvoi de la fonction. Ce renvoi est encadré par les guillemets, et donc c'est bien une chaîne de caractères ici que cette fonction me renvoie. Une fois que j'ai cette chaîne de caractères, eh bien je peux l'utiliser pour la stocker dans le local storage. Donc maintenant, on va appliquer cette chose-là. Je vais donc créer un objet. Avec, comme précédemment, une propriété name et sa valeur. Voilà. Donc maintenant, si j'affiche cet objet dans ma console, eh bien, j'ai bien un bel objet avec sa clé, sa propriété name, sa valeur, et vous voyez qu'on est à un prototype object. Maintenant, si je veux stocker cette valeur dans le local storage, eh bien, je suis obligé de la transformer en chaîne de caractères. Donc, on va utiliser la fonction JSON_stringify pour faire ça. Donc, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler user_str, et ça va être simplement la valeur de retour de ma fonction JSON_stringify auquel je passe mon objet user. Donc, je vais lui passer cet objet-là, user. Il va me renvoyer une chaîne de caractères, il va la stocker dans une variable user_str. Si j'affiche mon user_str, vous voyez que ici j'ai plus un objet comme précédemment, mais j'ai bien une simple chaîne de caractères. Okay. Et donc maintenant, je peux utiliser le local storage pour stocker cette valeur. Donc je peux faire un local storage setItem. Je vais utiliser la clé user et je vais lui passer ma forme chaîne de caractères de mon utilisateur. Allons voir dans mon application. Vous voyez que j'ai une clé user avec en valeur une chaîne de caractères qui contient la propriété name et mon nom. Donc, pour stocker une valeur complexe dans le local storage, il y a deux étapes à suivre. La première, c'est utiliser JSON.stringify. Et ensuite, c'est utiliser le local storage setItem. Donc, d'abord, on transforme en chaîne de caractères. Ensuite,
on enregistre. Je vais nettoyer ici ma console. Maintenant, que se passe-t-il quand je récupère cette clé, cette valeur dans mon local storage? Donc je fais un local storage.getItem et je lui passe la clé. Et bien vous voyez que ce qu'on nous renvoie, c'est une chaîne de caractères. C'est logique parce que dans le local storage, ce ne sont que des chaînes de caractères qui sont stockées. Eh bien, ça c'est intéressant, mais dans votre application, quand vous récupérez cette information, par exemple l'utilisateur qui s'est connecté la dernière fois, eh bien pour l'exploiter dans votre code JavaScript, vous avez besoin d'un objet. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne de caractères. Vous avez besoin vraiment de l'objet avec la propriété name et sa valeur et les autres propriétés éventuelles. Eh bien, de la même manière qu'il existe une fonction JSON-Stringify pour transformer une valeur complexe en chaîne de caractères, il existe une fonction JSON-Parse qui permet de parser, comme son nom l'indique, une chaîne de caractères en son équivalent complexe, objet par exemple. Donc, si je fais je vais ici copier cette chaîne de caractères, et je vais la passer dans ma fonction JSON-Parse. Et si je fais ça, vous voyez que je récupère un bel objet avec sa propriété name, sa valeur, et on a un prototype d'objet. Donc JSON-Parse, c'est l'inverse de JSON-Stringify. JSON-Stringify, on lui passe une valeur complexe, ça sort une chaîne de caractères. JSON-Parse, on lui passe une chaîne de caractères, ça sort une valeur complexe. Et donc, pour votre application, quand vous avez stocké une valeur complexe dans le local storage, eh bien, pour la récupérer sous une forme exploitable, il y a deux étapes. D'abord, on récupère avec local storage.getItem et ensuite, on parse la valeur. Donc, c'est le procédé inverse du stockage. Quand on enregistre, on fait un JSON-Stringify et puis on fait un setItem. Quand on récupère, on fait un getItem et puis on fait un JSON-Parse. Et donc, comme cela, le local storage a la possibilité de stocker des valeurs plus complexes, des valeurs en fait qui sont vraiment utilisées dans des applications web réelles, plutôt que toute une série de petites propriétés, de petites clés valeurs assez simples. Alors, si vous voulez, je vous conseille de vraiment vous intéresser à cette API Local Storage et vous pouvez aller consulter la documentation du MDN qui est assez complète et qui va vous apprendre en fait, bon là on a fait la plupart des choses qui existent, mais va vous faire un petit rappel de tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment la documentation MDN, donc c'est vraiment la base de développement. Je vous invite vraiment à aller la consulter de manière régulière.